La confrontation avec l'aléatoire, avec le hasard, qui est le thème de cette conférence, c'est vraiment au centre de mes travaux en neurosciences cognitives et sciences cognitives, dans le sens où j'étudie principalement la prise de décision et l'apprentissage chez à la fois les humains et les rongeurs, dans des contextes dans des environnements stochastiques et dans des contextes où l'aléatoire joue un rôle très important. Et étant neuroscientifique et non pas, physicien, pour moi, le hasard est tout entier une question empirique. Je ne m'intéresse pas spécialement à l'existence du hasard en tant que tel. C'est une option par défaut, c'est une hypothèse par défaut qui tient jusqu'à ce qu'on ait des déterminismes qui nous permettent de prédire ce qui va se passer, de ne prédire quelles vont être les actions d'un agent, quelles vont être les actions d'un être vivant, comment un système va évoluer. Donc, pour moi, c'est vraiment le hasard qui se donne à voir, le hasard tel qu'il se donne à voir aux êtres vivants qui m'intéresse. Et ce que j'étudie, c'est la manière dont les êtres vivants arrivent à apprendre malgré la présence d'aléatoires et peut-être à utiliser l'aléatoire pour apprendre. Donc, dans ces travaux en sciences cognitives, un élément très important, ou une distinction très importante à faire, qui structure aussi plus généralement la biologie, c'est cette distinction entre l'agent et l'environnement, entre un corps et un organisme plus ou moins défini par des frontières et un environnement qui lui est externe. Donc il y a une forme de dualisme finalement en biologie et en sciences cognitives qui n'est pas un dualisme de substance ou un dualisme de matière, mais c'est plus un dualisme d'explication, si vous voulez. C'est un dualisme provisionnel qui est utile pour décrire les flux d'informations, notamment, qui peuvent transiter entre un agent et son environnement. Et c'est aussi la raison pour laquelle la théorie de l'information, dont vous avez peut-être entendu parler dans les conférences précédentes, qui a été développée par Claude Shannon au milieu du XXe siècle, est très utile et très utilisée en sciences cognitives pour caractériser ces flux d'informations. Et pour faire bref, on peut identifier 3 flux d'informations principaux qui structurent un peu ce champ de recherche en sciences cognitives. Il y a un flux d'informations qui va être les relations qui peuvent exister entre un état de l'environnement donné, un état de l'environnement au temps t, et l'état de l'environnement au temps suivant. Et ça, c'est ce qu'on va appeler des contingences externes. Ce sont des régularités statistiques qu'un individu peut être amené à apprendre et à détecter dans son environnement, mais qui sont complètement indépendantes de son action. Donc ça, c'est un des flux informationnels, et les gens qui travaillent là-dessus sont des gens qui travaillent sur la perception, par exemple, ou sur le codage prédictif, ce genre de choses. Il y a un autre flux d'informations qui est très important, notamment dans les neurosciences de la décision ou de l'apprentissage, qui est le flux qui va aller des états de l'environnement passé et présent aux actions de l'agent, au comportement de l'agent. Et donc ça, c'est un flux qu'on peut appeler un flux de conditionnement et qui va, en gros, nous permettre de réduire l'incertitude que nous, en tant que scientifiques, on a par rapport aux actions qui vont être émises par un être vivant X ou Y. Et enfin, il y a un flux d'informations qui est plus dur à caractériser, qui fait l'objet d'un peu moins de recherche, mais qui est au centre des miennes. C'est ce flux d'informations qui va des actions d'un agent, des comportements d'un agent biologique, aux états de l'environnement futur. Et ça correspond à ce qu'on peut appeler l'agentivité, ou le contrôle que cet agent exerce sur son environnement. Quels sont les effets causaux que, en tant qu'agent biologique, nous pouvons exercer sur notre environnement. Et dans ce schéma à 3 flux principaux, il y a une notion qui est donc très importante, c'est cette notion d'incertitude qui peut subsister sur chacune de ces observations. Il peut y avoir une incertitude, on peut être incertain sur les états futurs, on peut être incertain sur les actions qu'un agent va faire, et dans les neurosciences de la perception, on peut même être incertain sur l'état de l'environnement dans lequel on est, parce que c'est pas si clair parfois de savoir dans quel état exactement on est de l'environnement. Et donc c'est pour ça que la théorie de l'information est très utile, parce qu'elle nous permet de formaliser la manière dont nos connaissances préalables et tout un tas de variables peuvent venir réduire l'incertitude associée à ces différents flux d'informations. Donc la quantité centrale de la théorie de l'information, c'est ce qu'on appelle l'entropie, et c'est littéralement, pour les personnes qui ont une vision empirique du hasard, comme moi, une forme de quantification du hasard. Et d'ailleurs, si on prend un dé à 6 faces non pipé,
on peut calculer une variable qui est son entropie et qui va correspondre dans ce cas-là pour un DAC-FAS à 2,6 bits d'information. Vous avez sûrement déjà entendu ce terme, le bit d'information, et qui va refléter la surprise qu'on peut ressentir en tant qu'individu à voir une issue donnée d'un jet donné du dé. En anticipation, l'incertitude qu'on a sur la valeur que va prendre ce dé. Et donc, cette entropie peut être conditionnée par différentes variables. Et la force de la théorie de l'information, c'est de nous donner un formalisme qui nous permet de bien agencer ce principe de conditionnement par des variables quelles qu'elles soient, et donc de comprendre comment nos connaissances préalables sur le monde permettent de réduire cette incertitude. Et donc, par exemple, si on tirait une lettre au hasard dans le corpus des textes français, on aurait une entropie sur la lettre qu'on tire de 4 bits d'information. La surprise serait relativement haute parce qu'en fait, on a très peu de façons de prédire quelle va être cette lettre. Mais si on tire cette lettre au sein d'un corpus où on sait que les 2 lettres précédentes étaient forcément un S et un Z, dans ce cas-là, en fait, l'entropie associée au tirage de la lettre est nulle. Il n'y a aucune incertitude ni aucun hasard dans la lettre suivante qu'on va tirer, ça va être un C, parce que tous les mots dans le dictionnaire qui contiennent un Z et un S sont suivis, ce S est suivi par un C, et c'est dans le radical Nietzsche, Nietzschéen, etc. Ce qui est important de retenir, et je vais conclure là-dessus pour ce qui est de l'introduction à la théorie de l'information, c'est que l'entropie d'une variable ne peut que être positive, on ne peut pas être surpris de façon négative par une observation, et plus on va conditionner l'entropie de cette variable à des variables autres, qui sont nos connaissances à propos de ce qui se passe, et plus cette entropie va diminuer. Elle ne peut que diminuer quand on ajoute des variables dans notre modèle explicatif. Et donc, ça va être une base ensuite pour la suite de ma présentation. Et ce sur quoi je voudrais insister immédiatement, c'est que les comportements humains peuvent être plus ou moins prédictibles. Et vous avez des comportements qui sont extrêmement prédictibles et des comportements qui sont beaucoup moins prédictibles. C'est une évidence, mais ce qui va être intéressant, c'est de se poser la question de la valeur de cette prédictibilité, quand est-ce qu'elle émerge, quand est-ce qu'elle peut s'en aller, et qu'est-ce qu'on fait avec justement ce résidu de hasard qu'il peut y avoir dans les actions humaines. Prenez par exemple un grimpeur en solo intégral, quelqu'un comme Alain Robert, qui est cet homme araignée qui grimpe aux immeubles. Cette personne, quand elle grimpe à un immeuble, toute source d'aléatoire dans la sélection de son action est potentiellement mortelle. C'est-à-dire que les actions doivent être entièrement conditionnées à la situation dans laquelle il est. Théoriquement, pour un observateur extérieur, il ne doit pas y avoir vraiment de surprise, et en tout cas pour lui, il ne doit certainement pas y avoir de surprise dans le type de mouvement qu'il fait. S'il se trompe, il tombe. Donc c'est des moments dans lesquels le hasard doit être réduit vraiment à sa plus petite valeur possible. Et donc ça m'amène vers cette notion de contrôle exécutif ou de contrôle cognitif, qui est ce processus par lequel le cerveau humain parvient à réduire l'incertitude associée aux actions que l'organisme va entreprendre ou que nous allons entreprendre par la suite. Et c'est vraiment ce processus de contrôle cognitif, un mécanisme de conditionnement de notre action par tout un tas de variables et d'informations qui généralement nous permettent de performer. C'est généralement associé dans la représentation globale à des hautes performances, notamment par exemple avec cet exemple du grimpeur Alain Robert. Et pour comprendre ce qu'est le contrôle exécutif et pas être dans une mécompréhension de ce que ça veut dire, parce que des fois on le rapproche de la notion de volonté ou de la notion de libre arbitre, alors que pas du tout, c'est presque l'inverse. Il faut repartir en fait de cette boucle à champ environnement et de cette idée qu'un agent a des capteurs sensoriels qu'il utilise pour percevoir son environnement, il agit dans son environnement, il observe des conséquences à ses actions, et le contrôle cognitif ne se place en fait que dans l'axe de la détermination de l'action. C'est vraiment on peut fractionner le contrôle cognitif suivant les différentes influences qui peuvent exister sur l'action, et le contrôle finalement est le contrôle non pas que l'être humain exerce sur son environnement, mais le contrôle que l'environnement exerce sur l'être humain, potentiellement avec des délais temporels, potentiellement à travers des informations mnésiques, un entraînement de cet être humain à la tâche qu'il est en train de faire. Il y a toujours cette notion de réduction de l'incertitude associée aux actions, et ça c'est une théorie qui a été développée notamment par Étienne Coquelin, qui a été un chercheur qui m'a pas mal influencé au début de ma carrière parce qu'il travaillait à l'ENS sur ce genre de thématique.
qui a proposé en fait un fractionnement hiérarchique du contrôle cognitif ou du contrôle exécutif qui distingue différentes étapes de traitement, donc le stimulus auquel peut-être nous allons répondre, le contexte dans lequel nous sommes, les informations épisodiques, c'est-à-dire les informations qu'on garde en mémoire et qui vont contribuer à définir ce qu'on fait à un moment donné, et puis ce qu'il appelle le branching, le branchement, c'est-à-dire une fois qu'on a terminé un épisode, qu'on a terminé de répondre à un stimulus, la manière dont on retourne à la tâche qu'on faisait avant de répondre à ce stimulus. L'étude du contrôle cognitif, finalement, c'est une étude des différentes étapes qui nous permettent, en tant que scientifiques, de réduire au maximum, avec des modèles souvent computationnels relativement complexes, qui nous permettent de réduire au maximum la surprise que nous, en tant qu'expérimentateurs, on peut ressentir par rapport à l'observation des actions que notre participant, dans un scanner ou dans un laboratoire de recherche quelconque, va choisir, au choix des participants. C'est ce conditionnement complexe, évidemment, qui va permettre aux participants de réaliser des tâches complexes, parce que les tâches complexes sont des tâches dans lesquelles on va lui demander, justement, de conditionner ses réponses à tout un tas d'instructions. Et par exemple, pour vous illustrer un petit peu ce à quoi ça pourrait correspondre dans la vie réelle, imaginez un téléphone qui sonne. Par défaut, vous répondez à ce stimulus, c'est ce qu'on appelle le contrôle sensorimoteur. Vous répondez à ce stimulus pour décrocher le téléphone. Mais vous avez des éléments contextuels qui peuvent vous dire, par exemple, si vous êtes chez un ami dont vous gardez le chien, qui peuvent vous dire je ne vais pas répondre au téléphone chez mon ami, parce que j'ai un élément de contexte qui me dit que ce n'est pas pour moi cet appel. Donc ça, c'est le contrôle qu'on appelle contextuel. Mais après, vous avez une forme de contrôle qui s'appelle épisodique, et qui est cette forme de contrôle qui va entrer en action si votre ami vous a dit qu'il attendait un appel important et qu'il fallait absolument que vous décrochiez et pour noter l'information qui est transmise par la personne qui appelle. Donc dans ce cas-là, vous allez en fait supprimer les instructions associées au contrôle contextuel pour faire entrer une instruction que vous avez gardée en mémoire. Et finalement, une fois que vous raccrochez le téléphone, vous retournez faire ce que vous faisiez avant, à savoir regarder la télé, lire un livre ou quoi que ce soit. Et donc on voit bien que dans cette logique de fractionnement, il y a à la fois une réduction de l'incertitude associée à vos actions, mais il y a aussi cette composante de performance. Et si vous prenez un autre exemple, par exemple un pilote de Formule 1, là, dans ce cas-là, le contrôle sensorimoteur, ça va être la vision du prochain virage sur le circuit. Le contexte, ça va peut-être être le son des moteurs de son concurrent qui est derrière, ou l'absence de son, qui va peut-être lui faire ajuster sa trajectoire pour éviter d'être dépassé. Le contrôle épisodique, ce sera peut-être quelque chose qui sera du type « quand est-ce que sera mon prochain arrêt au stand ?» ou « quand est-ce que je me suis arrêté au stand la dernière fois ?» ou quelle est la forme générale du circuit pour prévoir les prochaines successions de virages, etc. Et on voit bien comment la prise en compte de toutes ces informations peut contribuer à une performance haute. Et mon point ici, c'est pas de questionner le fait que le contrôle exécutif puisse être un vecteur de performance. Mais ce que je voudrais questionner, parce que c'est un questionnement qui, je trouve, est assez peu présent en sciences cognitives et plus généralement dans la société, c'est les limites de cette relation entre le contrôle exécutif, ce conditionnement de l'action par des événements externes ou des informations externes, et la performance. Est-ce que c'est une relation qui est systématique, ou est-ce qu'on peut imaginer des situations où en fait cette relation ne tient pas, voire même des situations où le contrôle exécutif, ce conditionnement de l'action est problématique en fait pour la performance ou pour le bien-être. Et en miroir de cette question, il y a aussi la question de savoir les contraintes évolutives qui ont pesé sur l'évolution du cerveau humain. Et ici, la question, c'est de savoir si le cerveau humain a réellement pesé pour atteindre ces performances exceptionnelles dans lesquelles les actions sont entièrement déterminées par des informations contextuelles, sensorielles, épisodiques, etc. Et pour rentrer dans ce sujet, je voudrais prendre l'exemple du jeu pathologique, donc sur lequel j'ai travaillé. C'est en gros les personnes qui sont accros aux jeux d'argent, comme par exemple les machines à sous, le poker, ce genre de choses. Et c'est une maladie qui est problématique parce qu'elle est présente chez 1 à 5% de la population en fonction des critères de calcul, et elle a un gros impact aussi sur la famille de ces patients. Et il y a là vraiment un problème de santé publique. Et souvent, ce qui se passe, même en neurosciences, c'est qu'on a des titres d'articles et des introductions qui nous disent que les joueurs pathologiques sont des personnes qui souffrent d'un déficit de contrôle. Et intuitivement, ça fait sens. On se dit qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller jouer, donc c'est bien qu'il y a un problème de contrôle là-dedans. Mais en fait,
l'absence de contrôle dont il souffre, c'est certainement pas une absence de contrôle exécutif. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on y regarde de plus près, de nombreuses personnes qui sont accros, que ce soit aux jeux ou aux drogues, sont des personnes dont les comportements sont en fait surdéterminés. Donc dans le cas d'un joueur pathologique, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la présence d'une machine à sous face à lui augmente la probabilité qu'il va mettre une mise et qu'il va avoir envie de jouer. Les indices visuels de jeu sont quelque chose qui peuvent même produire une forme de manque lié au jeu. Il y a aussi les aspects contextuels comme les lumières, les sons, le bruit des machines à sous environnantes qui font du bruit, et il y a des gains. Et ça peut aussi contribuer à prédire le fait que le joueur va jouer. Il y a évidemment des dimensions épisodiques. Quelque chose qui est très commun chez les joueurs, c'est par exemple cette idée qu'ils ont déjà perdu trop d'argent et qu'il faut absolument qu'ils se refassent. Parce qu'ils sont au milieu du mois, ils sont en découvert, et finalement leur seul moyen pour essayer de se refaire et que ce ne soit pas la catastrophe à la fin du mois, c'est de continuer à jouer. Et donc toutes ces dimensions-là sont des dimensions qui en fait surdéterminent leur comportement, et si on y pense bien, elles s'inscrivent dans ces différentes étapes du contrôle exécutif. Simplement, elles ne sont pas les bonnes variables, mais c'est un processus qui est un processus hautement contrôlé. Alors vous pourrez me dire, oui, mais le contrôle exécutif, et c'est quelque chose que par exemple Étienne Koechlin, qui est l'auteur de cette théorie, pourrait me dire, oui, mais les processus dont je veux parler sont des processus conscients. Et là, peut-être que ce dont vous me parlez, ce sont des processus en fait automatiques, c'est des renforcements de bas niveau qui n'ont rien à voir avec la conscience. Mais en fait, cet argument ne tient pas non plus, parce qu'il se trouve que les joueurs pathologiques, quand ils jouent, et les gens qui jouent beaucoup, en règle générale, quand ils jouent, ils n'ont pas un sous-investissement cognitif. En fait, ils ont un surinvestissement cognitif dans l'activité de jeu. Ils sont très superstitieux, ils vont avoir des gris-gris, ils vont avoir des routines, ils vont attendre un temps bien défini entre deux mises, en se disant, bon, alors là, j'attends peu, là, j'attends beaucoup. Ils vont faire tout un système, en fait, qui va leur donner une illusion de contrôle sur les gains. Et une illusion qui a été discutée juste avant, c'est ce gambler's fallacy, qui est cet effet d'avoir plus tendance à croire que le rouge va sortir et donc à miser plus, parce qu'on a cette croyance après que 6 ou 7 chiffres noirs soient sortis. Et ça, c'est typiquement un biais qui n'est pas un biais qui dépend de processus automatiques dans les régions les moins, disons, on va dire, c'est une mauvaise façon de parler, mais évolutivement les plus anciennes, etc. C'est en fait un biais qui est associé à l'activité de cortex dorsolatéral préfrontal, qui est typiquement la structure qui représente et implémente l'influence de toutes ces séries de règles et tout ce conditionnement sur l'action. Il y a d'autres biais aussi qui dépendent de ce cortex préfrontal et qui sont très verbalisables et conscientes chez les joueurs, comme des biais de distorsion des probabilités, justement, où il y a une tendance à exacerber la valeur des petites probabilités, ou des biais liés à la relation entre la tendance à choisir une option et les autres options disponibles, ou les effets de séquentialité dans les choix. Tout ça, c'est des effets qui dépendent du cortex préfrontal et qui s'inscrivent très facilement dans la logique du contrôle cognitif. Donc, en somme, il se trouve que chez les joueurs, il y a peut-être probablement un excès de contrôle cognitif qui repose sur des variables qui ne sont pas adaptatives. Il y a eu des effets de renforcement de variables conditionnantes qui ne sont pas des effets de renforcement qui sont adaptatifs, mais le contrôle cognitif lui-même n'est pas spécialement atteint. Il y a peut-être un contrôle inhibiteur qui est atteint, mais pas un contrôle cognitif. Et c'est important, à mon sens, parce que quand on en est à être joueur pathologique, finalement, se laisser aller au hasard et essayer de casser ce cycle de surdétermination de l'action, ça peut être thérapeutique. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses thérapies ou de nombreuses approches thérapeutiques en psychiatrie qui recherchent cette flexibilisation de l'action. Et il y a même récemment des recherches, comme vous le savez peut-être, sur le LSD ou les champignons hallucinogènes en psychiatrie, dont certains pensent que l'administration de ces drogues peut avoir cette valeur de justement reflexibiliser le répertoire d'action et promouvoir une forme d'exploration de comportements qui avait été complètement mis sur la touche par ces systèmes de contrôle. Donc, l'argument ici, c'est de dire que dans certains cas, le hasard peut mieux valoir que les processus contrôlés. Que dans certains cas,
le contrôle cognitif n'est pas un vecteur de performance, mais au contraire un vecteur de problème et voire un vecteur pathologique. Et donc, l'hypothèse que je poursuis, ce que je cherche à démontrer dans mes recherches, c'est que le hasard les comportements aléatoires peuvent être un vecteur de performance, mais pour l'instant, ce dont j'ai discuté, c'est évidemment assez simple. Je prends une situation où quelqu'un va extrêmement mal, et rigidifié dans des comportements stéréotypés qui lui font perdre énormément d'argent, qui le détruisent. Donc évidemment, c'est assez facile de dire, bon, tout sauf ça, donc le hasard, c'est mieux que ça. Est-ce qu'il y a des... là, la question que je voudrais aborder vers la fin de cette conférence, c'est est-ce qu'il y a des processus ou des fonctions cognitives qui bénéficient positivement du hasard, qui n'ont pas besoin de cette situation catastrophique pour rendre le hasard meilleur que rien, on va dire. Et pour comprendre, ou pour essayer d'illustrer cette valeur des comportements aléatoires, il faut que je retourne à mon petit schéma là, et à mes flux d'informations. Parce que la valeur du hasard va avoir attrait à ce troisième flux d'informations qui est ce flux de causalité, c'est-à-dire non plus la manière dont nos actions sont contrôlées par l'environnement, mais la manière dont nos actions contrôlent l'environnement, contrôlent les états futurs de l'environnement. Il y a un gros problème dans beaucoup de pathologies psychiatriques et plus généralement dans la psychologie humaine qui est lié à l'illusion de contrôle, au fait qu'on n'est pas doué ou en tout cas on a des biais assez importants qui nous font croire qu'on a du contrôle quand on n'en a pas, et inversement qui nous font croire qu'on n'a plus de contrôle alors qu'en fait on en a. Et pour illustrer ça, je prends l'exemple, comment j'aime bien l'exemple du présentateur météo. Donc imaginez dans ce schéma un présentateur météo qui fait des prédictions. Donc lui, son action, c'est de prédire s'il va pleuvoir ou s'il ne va pas pleuvoir. Et le lendemain, il pleut ou il ne pleut pas. Évidemment, de nos jours, grâce à la science moderne, il va y avoir une corrélation entre ces prédictions et ce qu'il voit le lendemain. Okay, donc, sur la base de cette corrélation, ce qui se passe, c'est que les êtres humains, bien fréquemment, supposent qu'il y a du contrôle, qu'ils ont du contrôle sur les événements. Alors vous allez me dire, oui, mais dans le cas du présentateur météo, évidemment, il n'est pas fou, et il sait bien que ce n'est pas lui qui contrôle le temps, il sait bien que ce qui se passe, c'est qu'en fait, ses actions sont entièrement conditionnées sur les états de l'environnement dans lequel il est, et qu'il va dire qu'il pleut s'il voit que sur le baromètre, il y a une forte pression, ou s'il voit que les modèles météorologiques prédisent de la pluie. Mais dans bien des cas, en fait, le problème est bien plus subtil et il y a une incertitude. Et prenez par exemple notre cher Didier Raoult national, qui a cru qu'il allait contrôler le Covid avec son hydroxychloroquine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a administré de l'hydroxychloroquine un peu à la va-vite, sans trop se préoccuper des problèmes de flux d'informations et de statistiques. Et que ce qu'il a observé, c'est que quand il prescrivait de l'hydroxychloroquine, eh ben, ces patients, une fraction très importante de ces patients récupéraient du Covid. Et là, vous voyez déjà où je veux en venir, pour la plupart d'entre vous, je suppose. Ce qui manquait à Didier Raoult dans ses essais d'hydroxychloroquine, c'était justement une randomisation de son action, c'est-à-dire un processus qui l'empêche de systématiquement donner de l'hydroxychloroquine à tous ces patients ou de donner de l'hydroxychloroquine seulement aux patients qui avaient des symptômes plus légers, par exemple, ou ceux qui n'étaient pas encore hospitalisés, ou ce genre de choses. Donc il n'a pas fait d'essai en double aveugle, randomisé, et du coup, il a tiré des conclusions sur l'effet causal de l'hydroxychloroquine qui étaient fausses. Et donc, l'idée de mes recherches actuelles, c'est en gros d'explorer ça. C'est en gros d'explorer comment les comportements aléatoires contribuent à la construction d'une représentation du monde qui nous entoure et de notre interaction avec le monde qui soit causale et non pas seulement corrélationnelle. Et j'ai fait une expérience avec une collaboratrice à New York University qui s'appelle Kate Hartley, dans laquelle on a demandé à des sujets de 8 à 25 ans de prédire ce qui allait se passer dans une tâche cognitive relativement simple, où les transitions d'un état à l'autre de l'environnement pouvaient être soit déterminées par des événements indépendants de l'action de l'agent, indépendants de l'action du participant, ou au contraire dépendants de son action. Et ce dont on s'est rendu compte, à notre grand plaisir, parce que c'est pas quelque chose qui a été, c'est quelque chose qui est
suggéré, mais qui n'a pas encore été démontré formellement, c'est qu'en fait, chez les enfants et les jeunes adolescents qui ne sont pas encore capables, à la suite des instructions qu'on leur donne à propos du protocole, de rentrer dans le protocole avec déjà une représentation causale de ce qui se passe dans la tâche, chez ces sujets-là, en fait, l'exploration aléatoire a un fort impact positif sur les performances. Pourquoi? Parce qu'elle permet à ces sujets-là, justement, de développer une représentation causale des relations entre les différents événements dans la tâche. Alors que chez ces jeunes sujets, toujours, ceux qui ont tendance à avoir des comportements stéréotypés, en fait, observent des corrélations fiables, mais n'ont pas de représentation causale, et donc du coup, quand il s'agit de prédire, eh ben, ils sont en fait pas vraiment capables de prédire, ils font assez souvent des erreurs. À l'inverse, les gens qui ont déjà une représentation causale, ce qu'ils peuvent faire, c'est une intervention pour essayer de distinguer les deux hypothèses, et ils n'ont pas forcément besoin de l'aléatoire, parce qu'ils ont déjà la représentation des différentes alternatives. Donc ils testent une option, ils se disent « Ah, là, ça ne correspond pas, donc ça doit être l'autre situation qui est la situation réelle. » Bref. Le point est que cette idée d'exploration aléatoire peut, dans certains cas, être une stratégie tout à fait valide pour apprendre, et que ça ne se limite pas forcément aux enfants, ça ne se limite pas forcément à ces situations où le monde est trop complexe pour pouvoir être interrogé de façon hypothético-déductive, mais ça se généralise aussi, par exemple, à l'intelligence artificielle. Et je vais plus ou moins conclure là-dessus. Il y a quelque chose d'assez mystérieux à l'heure actuelle dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est que sur les 10 ou 15 dernières années, il y a une diversité d'algorithmes assez magnifique qui est apparue pour proposer des systèmes d'exploration de l'environnement qui soient optimaux. C'est-à-dire des façons d'obtenir l'information, de visiter des états les plus variés possibles de l'environnement. Et ces algorithmes qu'on appelle d'exploration dirigée, paradoxalement, ne contribuent presque pas, à l'heure actuelle, au progrès en intelligence artificielle. À l'inverse, qu'est-ce qui est utilisé encore de nos jours, par exemple par Google et OpenAI, ce genre de compagnies qui font des modèles d'apprentissage très impressionnants, qui par exemple apprennent à battre les humains au Go, à battre les humains aux échecs, à battre les humains sur des jeux vidéo, etc. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme mécanisme d'exploration? Pas du tout un mécanisme d'exploration dirigé, mais au contraire un mécanisme d'exploration aléatoire. Et pour entraîner une intelligence artificielle qui bat des êtres humains, par exemple, comme sur des jeux Atari, sur des jeux vidéo simples, c'est des dizaines de millions de choix aléatoires qui vont être faits. Et ce que je soupçonne et ce que j'essaye de montrer en ce moment, c'est que cette exploration aléatoire permet en fait implicitement au réseau de neurones de focaliser leur attention, entre guillemets, sur non pas simplement des corrélations, mais des relations causales entre événements. Justement, en dissociant les actions que le réseau prend et les choix que le réseau fait des états de l'environnement dans lequel il est. Et donc, pour résumer mon propos, ce que j'ai essayé de vous expliquer ou de vous montrer, c'est que le contrôle exécutif ou cognitif correspond à un mécanisme par lequel le hasard associé à l'action est fortement réduit et mis à distance, quelque part. Ça peut permettre une forme de performance extrême, comme dans les pilotes de Formule 1, les grimpeurs, etc. Mais ça peut aussi aboutir à des comportements stéréotypés qui sont très défavorables au bien-être, à la survie et plus généralement à la performance dans certaines tâches. Et ce que j'ai aussi essayé de vous expliquer, c'est que le refus du hasard, refuser de se comporter de façon aléatoire et systématiquement chercher des règles pour décider de qu'est-ce qu'on fait, eh ben ça peut nous mettre en fait face à la menace de cette illusion de contrôle, parce qu'on ne dissocie plus l'état de l'environnement dans lequel on est et les actions qu'on fait. Donc d'un point de vue informationnel, les états de l'environnement dans lequel on est et les actions qu'on fait se fusionnent en quelque sorte, et donc on n'arrive plus à faire la part des choses entre les deux et à se faire une représentation causale de ce qui se passe. Cette représentation causale, elle est probablement au long terme génératrice de performance, parce qu'il y a notamment des recherches qui montrent que si on a des représentations causales, on a tendance à avoir par exemple des apprentissages qui sont plus généralisables, dont la structure est plus généralisable d'un contexte à l'autre, d'un environnement à l'autre, etc. Et donc,
Pour résumer ou pour conclure, à mon sens, cette capacité à produire des comportements aléatoires qui est très souvent vue en sciences cognitives comme un résidu de nos modèles statistiques, comme quelque chose qui est une imperfection de nos modèles, et de l'autre côté du miroir, quelque chose qui serait une imperfection de l'évolution, une sorte de contrainte sur le cerveau qui ferait que le cerveau ne serait pas prédictible, ne serait pas fiable, et ferait des actions aléatoires par défaut, en fait. De mon point de vue, c'est peut-être une vision erronée, et il me semble qu'on peut aussi voir ce comportement aléatoire et cette capacité à produire de l'aléatoire comme une fonction en tant que telle qui mérite d'être étudiée. Voilà. Merci. Dans la théorie de l'information, ce qui me paraît essentiellement manquant, c'est l'état de l'agent, en dehors de son environnement. C'est-à-dire qu'on n'aura pas du tout les mêmes réponses s'il est dans un état de survie, c'est-à-dire dans un état binaire de réponse, que dans un état qui permet le discernement. Quand vous parlez en fait, d'addiction au jeu, nous sommes dans une hyperfocalisation liée à un contexte antérieur de manque et qui produit une hypercognition, une hyperfocalisation, et donc un toujours plus, un puissant fond à creuser. Et ces personnes-là sont dans des états de stress post-traumatique connus ou inconnus, mais enfin qui existent. Donc je pense que ce rapport de l'environnement à l'environnement interne de la personne est fondamental, car les réponses vont être divergentes. Oui. Alors je suis bien d'accord qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a deux éléments de réponse. Il y en a un qui a trait fondamentalement en sciences cognitives et en neurosciences au statut de l'agent. C'est-à-dire que quand on parle de l'état de l'agent, en fait, de quoi on parle? Est-ce que l'agent réellement, d'un point de vue physico-chimique, est une construction qui est pérenne, ou est-ce que c'est une abstraction? Parce qu'on peut se dire, qu'est-ce que c'est que cet état de l'environnement-là? Est-ce que cet état de l'environnement s'étend à l'état du cerveau au moment où l'action apparaît? Ou est-ce que c'est quelque chose, l'état de l'environnement, c'est tout ce qui m'entoure, sauf mon intégrité physique? Et ça, par exemple, c'est pas résolu dans ces schémas, ni dans mon discours, et je pense que ça va bien au-delà, en fait, de ma conférence. Voilà, il y a un côté systémique, ça c'est plus les sciences complexes, les sciences de la complexité qui vont traiter de cette définition de l'agent dans son environnement. Pour ce qui est de l'état de l'agent, là évidemment dans ce schéma, il semble qu'il n'y ait que des informations de type cognitive, comme des instructions, des contextes visio-auditifs, etc. Mais on peut imaginer inclure par exemple dans l'épisodique les événements passés, les traumatismes, et ce contexte épisodique, il a des effets conditionnants non seulement directs sur l'action, mais aussi sur l'effet que le contexte et les stimuli peuvent avoir sur l'action. Donc en fait, là ça a l'air simple comme ça, c'est 4 flèches qui vont vers l'action comme des conditionnements, mais en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a tous les chemins intermédiaires et tous les conditionnements intermédiaires qui créent évidemment une complexité énorme. Donc on peut le fractionner dans des tâches cognitives qui ont été prévues pour ça, mais quand il s'agit d'appliquer ça à la compréhension du jeu pathologique, c'est effectivement un peu plus difficile. Et le stress joue beaucoup, évidemment. Vous nous avez posé une question un peu étrange cet après-midi à Time World. Faut-il perdre le contrôle pour mieux le retrouver? Vous avez dit d'emblée que ce qui vous intéressait, c'est le hasard empirique. Donc vous faites l'hypothèse que tant qu'on n'a pas de moyen de comprendre les phénomènes de façon déterministe, on parle de hasard et on utilise l'aléatoire pour apprendre sur le monde qui nous entoure. Vous avez aussi d'emblée posé ce dualisme empirique aussi, d'une certaine façon, entre l'agent et l'environnement. Monsieur, au premier rang, vous faisiez remarquer que l'agent est particulièrement difficile à définir. Et puis, on peut définir des flux d'informations entre cet agent et cet environnement, et vous avez défini 3 types de flux. D'abord, des contingences externes dues à l'environnement, mais qui sont complètement indépendantes de l'agent. Des flux de conditionnement, donc c'est l'action de l'environnement sur l'individu, et puis de façon opposée, un flux selon lequel l'agent modifie lui-même son environnement et qui est plus difficile à décrire. Et dans tous ces flux, il y a une notion commune que l'on utilise, c'est celle d'incertitude que l'on va chercher à réduire.
De façon plus scientifique aussi, on peut quantifier le hasard en parlant d'entropie, le concept d'entropie et des différentes variables, sachant que l'entropie est une valeur toujours positive et plus, vous avez dit, on augmente le nombre de variables et plus cette entropie a tendance à décroître. Alors, nous avons donc nous avons même la volonté, je dirais, de réduire l'incertitude propre à nos actions. Et la question que vous posez, c'est quels sont finalement les mécanismes de contrôle de nos actions. Alors, il y a différentes formes de conditionnement. Vous avez évoqué les aspects contextuels, les aspects aussi liés à nos perceptions directes de notre environnement. Et tout cela peut interagir, évidemment, et conditionner notre action. Et vous posez la question que vous jugez trop peu étudiée sur l'action est-elle uniquement déterminée par ces différents conditionnements. Alors vous avez pris un exemple propre à votre sujet de thèse, les joueurs pathologiques, qui est un problème de santé publique, donc qui résulte en fait d'un déficit de contrôle. Vous avez parlé des machines à sous, le fait de voir une machine à sous donne envie de jouer. J'ajouterais que voir un match de foot peut aussi donner envie de parier, et je dois dire que j'ai misé sur l'Espagne et l'Italie. Je ne sais pas si après cette conférence je vais m'en vouloir, et du coup, on verra dans une semaine, ceux qui regarderont en replay se diront il a bien joué, il a mal joué. En tout cas, il y a une illusion de contrôle sur les gains. J'ai peut-être surestimé l'Espagne et l'Italie, je ne sais pas. En tout cas, il y a des croyances, il y a des superstitions et également des surestimations des probabilités de gain qui font qu'on tombe dans des comportements stéréotypés qui sont donc évidemment un désavantage. Et alors la question, c'est comment ne pas tomber dans cet écueil de comportements stéréotypés. Et votre idée, c'est presque la réponse que vous apportez à la question liminaire, c'est de dire que les comportements aléatoires peuvent changer notre vision du monde et, si j'ai bien compris, de mieux le contrôler in fine. C'est ce que vous appelez l'exploration aléatoire du monde, aléatoire peut-être par opposition à une vision plus hypothético-déductive.